Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Armarius. On repart sur la guerre de 14, je remets le képi des poilus de 14-18. Alors, on va parler de quelque chose de complètement différent. On va rester sur la guerre de 14-18, mais je vais vous parler des différents protagonistes, c'est-à-dire des gens importants dans cette guerre, qui ont eu une influence, qui ont laissé leurs traces. Je vais parler de ces personnages principaux qui nous ont amenés à la guerre. Alors sans parler forcément des généraux, j'aurais pu parler de Joffre avec son célèbre « je les grignote », c'est-à-dire que quand on l'accusait de ne pas assez attaquer au général français, il disait « mais les Allemands, je les grignote, ils se heurtent à nos tranchées et petit à petit, ils n'auront plus de soldats ». Bon, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, bon, heureusement qu'il a été remplacé. Même s'il a la victoire de la Marne dans la poche, voilà. Ou de Ludendorff, le général allemand, Ludendorff, qui est un boucher, à mon avis, et qui ne va pas réussir à faire sortir l'Allemagne de cette guerre. Il veut gagner à tout prix, mais il ne gagnera pas. Pour voir le point de vue allemand, je vous conseille de lire « À l'Ouest, rien de nouveau ». Et je crois que sur certaines chaînes comme Netflix, je crois, ou quelque chose comme ça, ils ont maintenant un film même tiré de ce livre, donc n'hésitez pas à aller le regarder, vous verrez comment c'était vu côté allemand et quelles étaient les difficultés des Allemands à se ravitailler, l'état d'esprit des officiers allemands qui était très dur, voilà, etc. D'accord? Alors je vais vous parler d'abord, pour commencer, de quelqu'un d'important, puisque il représente la force prussienne de l'Allemagne. Oh, au fait, vous avez vu, logo, mais il est là, voilà, je me suis trompé de côté, Armarius, vous avez vu le super logo, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, je vous le présente. Alors il y a une clé, il y a un A, la clé, parce que Armarius, c'était le moine qui avait les clés de la bibliothèque, donc les clés du savoir, et le A, voilà, d'Armarius, voilà. Super, hein, c'est moi qui l'ai fait. Bon, allez, je vais vous parler maintenant de l'empereur allemand, Guillaume II. Alors j'enlève ça parce que ça c'est le képi des Français en 14. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, Guillaume II, c'est plutôt le casque à pointe. Vous voyez, c'est le mec qui se promène avec un casque à pointe. Voilà. Donc Guillaume II, qu'est-ce qu'on peut dire sur Guillaume II? Guillaume II dit le Kaiser, hein. Il est né en 59 à Berlin, évidemment, 1859, pas 1900, 1800. Et il va mourir en 1941. Avant, il va quand même adhérer au national-socialiste des Adolf Hitler. Et il va mourir en Hollande en exil, puisqu'il a été exilé en 1918 quand il a perdu la guerre. Voilà. Donc quand il perd la guerre, il y a une révolte, une révolution en Allemagne qui va faire qu'il va être destitué et il va être obligé de partir. Et c'est une des conditions d'ailleurs de la fin de la guerre. Qu'est-ce qu'on sait sur lui? Qu'est-ce qu'on sait sur Guillaume? Qu'il était intelligent, qu'il était curieux, vaut mieux pour lui, qu'il aimait les nouvelles technologies, ça c'est important, qu'il aimait l'histoire. Quand on est d'une famille d'empereurs, je crois que ça va un petit peu avec, mais qu'il était aussi très vaniteux, qu'il était d'humeur versatile, qui se mettait en colère facilement. C'était quelqu'un d'assez particulier, et il fallait le prendre avec des pincettes. Alors il est assez particulier, il y a quelque chose qui nous permet de bien le cerner, c'est qu'il a une atrophie du bras gauche, ce qui le fait considérer comme un handicapé par ses parents. Son père, qui sera l'empereur Frédéric III, mais qui n'aura pas régné longtemps, et sa mère, donc qui est une Anglaise, voilà, qui est une fille de la reine Victoria. Et ce petit Guillaume, avant de devenir l'empereur Guillaume II, le petit Guillaume, on va dire, sera en permanence critiqué, ou ignoré, maltraité, voire, par son entourage et par ses parents, parce qu'il ne tient pas à cheval, par exemple, alors qu'un empereur doit, surtout un empereur prussien, un empereur allemand, donc, doit savoir tenir à cheval, c'est un guerrier, normalement. Sa mère, par exemple,
lui faisait faire des exercices physiques hein, par un kiné de l'époque, et pour essayer de muscler son bras gauche, mais c'est une horreur pour lui, ça lui fait très 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 mal, et on le fait arrêter que quand il pleure, quoi, tellement il a mal. Hein. On peut pas dire qu'il a eu une enfance heureuse. Il y a autre chose qui va le marquer aussi, cet empereur. C'est qu'il est le petit-fils de Guillaume Ier. Donc on peut se dire Guillaume II, le retour. Et Guillaume Ier, c'est celui qui a pris l'Alsace et Lorraine aux Français en 1870. Et une des raisons pour lesquelles nous, en 14, on y va, c'est récupérer l'Alsace et la Lorraine. Donc, et qui a créé la Grande Allemagne. Hein, d'accord, avec son chancelier, c'est-à-dire son premier ministre, qui s'appelait von Bismarck, un personnage important dans l'histoire de l'Allemagne. Et donc, Guillaume II porte le même nom que son grand-père, qui était un personnage prestigieux, fondateur de la Grande Allemagne, hein, vainqueur de la France en 1870. Et quelque part... eh bien, on se rend compte que le petit Guillaume, eh ben, il doit se dire, eh ben, je dois être à la hauteur. D'accord? Je dois être à la hauteur de mon grand-père. Je porte le même nom. Et il y a tellement de gens qui se sont moqués de moi. Il y a tellement de gens qui m'ont critiqué. Il y a tellement de gens qui m'ont fait souffrir parce que j'avais un handicap du bras gauche. Hein, que je dois marquer l'histoire. Et on a là un personnage qui veut marquer l'histoire, qui veut avoir sa guerre à lui, quelque part, hein, son triomphe guerrier. Il veut montrer que c'est lui le chef. C'est peut-être pour ça qu'il est d'humeur versatile, comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il veut, on ne sait pas trop ce qu'on attend de lui. Hein. Et il est désireux de marquer l'histoire. Et il veut marquer l'histoire. Et la guerre de 14-18, disons que cette guerre qui commence en 1914, est pour lui une opportunité, quelque part. Alors il va la marquer, mais pas comme son grand-père, puisque les Allemands vont la perdre, cette guerre. Hein, son grand-père était le grand Guillaume II, Guillaume Ier, pardon. Lui, il sera Guillaume II, bon, ben, et celui qui n'aura pas vaincu la France. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'on a encore des images de l'époque. Bonjour, je suis le Kaiser. Je ne suis pas un rigolo, je suis Guillaume II. Les retours. Avec moi, les Français, ils vont pas rigoler. Les Franzosen, je vais les écraser. C'est un peuple fragile, des barbares. J'ai préparé un plan avec un petit peu les général Schlieffen. Et nous allons les battre. Car je m'appelle l'empereur Guillaume II, les retours. Bon, maintenant, Guillaume II, le retour, c'est moyen, mais j'avais que ça. Voilà. Guillaume II, notre ami Guillaume II, avec le fameux casque à pointe. Et souvent, les Allemands portent sur leur uniforme cette croix. Voilà, que même Hitler aura. Hein, c'est pas une distinction nazie, c'est, si vous voulez, une distinction, c'est la croix de fer allemande qui récompense les actes de bravoure. D'accord? Voilà. Bon, on ne sait pas si Hitler a fait acte de bravoure ou s'il a été pistonné, mais enfin, il l'avait aussi. Voilà. Pour parler de l'atrophie du bras gauche de Guillaume, pour revenir là-dessus,
Vous avez un exemple, l'humoriste français Jamel Debbouze, ça fait un petit peu ça. Donc vous comprenez que pour tenir une épée, pour tenir à cheval, c'est un peu plus particulier. Voilà. Et par mariage, et ça on ne vous le dit jamais, par mariage, il est aussi le cousin germain du roi d'Angleterre, George V. Donc, il va se battre contre son cousin, George V. Mais il va aussi se battre contre un autre cousin, germain lui aussi, c'est-à-dire très proche, Nicolas II. Ils sont tous les trois cousins germains. Ils ont tous les trois la même grand-mère, Victoria, d'Angleterre. Vous savez, ça a vachement compté. Le règne de la reine Victoria. En Angleterre, on dit bien l'ère victorienne. Hein. Donc c'est au moment où l'Angleterre est une puissance, devient une énorme puissance mondiale, avec un empire extraordinaire. Et c'est ça qui est aussi intéressant, qu'on ne vous dit jamais. C'est une guerre entre familles. Il y a deux cousins, un russe et un anglais, qui vont se lier pour foutre une raclée à un cousin allemand. C'est quand même assez fort. Ben, voilà, vous aviez la guerre des trônes. Hein. Maintenant, il y a la guerre des cousins. 14-18, on aurait pu appeler ça la guerre des cousins. Voilà. Hein. Donc au départ, hein, quels sont les grands pays, à part la France qui est une république, il n'y a que ces trois-là. On est d'accord. Ah oui, j'ai oublié l'Autriche. Ok. Mais bon, quelque part, ils étaient cousins avec les Allemands. Alors justement, tiens, changeons de personnage, parce qu'on a vu pourquoi il était assez agressif. Guillaume II, le retour. Il revient nous foutre de branler, comme son grand-père, mais ça a loupé cette fois-ci. Mais on va parler de son cousin anglais, George V, comme disait... oui, je fais ça, mais c'est George V en romain, hein, d'accord? Oui, c'est ça. D'accord, pour nous, c'est ça, George V. Voilà. Mais en romain, c'est ça. Voilà. Alors, George V, c'est le roi d'Angleterre. Alors lui, c'était marrant parce qu'il était amoureux d'une cousine. Décidément, on reste très famille à l'époque. Mais bon, on va lui refuser de l'épouser parce qu'il était trop proche. Hein. Et il va épouser une Allemande qui s'appelle Marie de Teck. Une petite cousine, là aussi. Bon, ça reste en famille, pas de souci. Et qui porte des titres de noblesse allemands. Donc vous voyez que c'est chaud quand même. Hein. Il y a deux approches avec l'Allemagne. Hein, le cousin et puis la femme. C'est fou, hein. Le Kaiser, c'est mon cousin. Il est allemand, ma femme, se disait George V, est allemande. Comment veux-tu que je travaille dans ces conditions-là? Voilà. Donc ça lui fait deux raisons d'être très proche de l'Allemagne et de ne pas, à la rigueur, intervenir dans cette guerre. Voilà. Mais c'est la Royal Navy qui va dire non, il faut intervenir parce que la Kriegsmarine, c'est-à-dire la marine de guerre allemande, en face de chez nous, c'est trop dangereux. Il faut intervenir. D'accord? Et au nom de l'alliance de la triple entente, hein, français, anglais et russe, on a une alliance, la triple entente. Donc ils sont obligés d'intervenir. Voilà. Car ce n'est pas le roi d'Angleterre qui décide. Hein, c'est une monarchie constitutionnelle. C'est l'État. Premier ministre, le gouvernement et les élus. Voilà. Alors on sait qu'il était plutôt calme et posé. C'est pour vous dire, il aimait la philatélie, le roi d'Angleterre. Donc quand on aime la philatélie, on n'est pas un grand méchant, à mon avis. Hein. Bon, et la chasse, bon, c'est normal, on est roi, on va à la chasse. Hein. Il n'a rien de très drôle ou de très particulier, George V. En soi, d'ailleurs, la plupart des gens disaient du roi d'Angleterre qu'il était plutôt très conventionnel et très ennuyeux. Vous me direz,
c'est pas lui qui a fait la guerre, et il y en a d'autres qui sont morts pour lui. Et parlons du troisième cousin maintenant. On a vu le Kaiser Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, le roi George V, roi d'Angleterre, et le petit dernier des cousins, qui est Nicolas II, le tsar de la Russie. Alors là, je fais deux, c'est pas 5 romains, hein, c'est deux, hein, plus un. Et alors, Nicolas II, le tsar de toute la Russie, de l'Empire russe, hein. Lui aussi, par contre, je dis pas par contre, par rapport à son cousin George V, oui, on pourrait dire par contre, mais il a été élevé à la dure, lui aussi. On le fait dormir depuis tout petit dans un lit de camp, pas de vrai lit. Vous savez, ces lits de camp, c'est une toile. C'est le lit des soldats, quoi, en fin de compte. Hein, c'est pour l'habituer à devenir un bon soldat. Il doit prendre des bains froids et être tout le temps en l'air frais. On le dresse un petit peu comme un petit guerrier, comme un futur grand tsar, lui aussi. Du moins, on essaie. Il y a un petit côté spartiate dans son éducation. On élève les garçons à la dure chez les Russes. Et arrivé à l'âge adulte, au lieu de faire un grand guerrier et tout ça, ben, il aime bien plutôt sa petite vie, une petite vie de bourgeois. Je vais m'enlever le casque allemand, hein, après tout. Et ouais, voilà, il aime bien sa petite vie tranquille. Il est cool, quoi. Nicolas, il est cool. Voilà. Bon, il est bon chasseur lui aussi, parce qu'on chasse toujours dans ces familles-là. Il est bon cavalier. Mais il n'aime pas les hommes de guerre. Il les trouve trop rudes. Il n'aime pas leur compagnie. On sait qu'il n'est pas très grand, il fait 1m70. Bon, mais pour l'époque, c'est tout à fait normal. On le sait, il est mince. On le voit sur les photos d'ailleurs. Hein, c'est un personnage qui est mince, comme son cousin d'Angleterre, à qui il ressemble beaucoup. Il ressemble beaucoup à George V. Il est intelligent. La preuve, c'est qu'il parle français. Ça, c'est un signe d'intelligence, ça, de parler français. Mais il a un gros problème pour un homme qui doit gouverner un État comme la Russie. Il n'aime pas la politique. Quand son père meurt et qu'il doit prendre le rôle de tsar, pour lui, c'est une catastrophe. D'accord ? Bah, parce qu'il voulait vivre, lui, tranquillement, comme un petit bourgeois, pépère, avec sa petite femme, ses enfants, ses 3 filles, son fils, voilà. Hein ? Et malheureusement pour lui, vous savez, il va finir assassiné par les bolcheviks, c'est-à-dire par les communistes russes, les copains de Lénine. Le 16 juillet 1918, il est assassiné avec toute sa famille. Massacré. On dit même que on leur a dit qu'on allait les transporter, les amener dans un endroit plus sûr. Alors les gens, ils se préparent, ils prennent leurs affaires, ils se regroupent, et là tout d'un coup des hommes armés arrivent, et ils tirent. Et ils les tuent tous là au moment où ils s'apprêtaient à changer d'endroit, parce qu'on devait, soi-disant pour leur sécurité, les changer d'endroit. Et ils se font massacrer de plusieurs balles. Et même le petit Tsarevitch, c'est-à-dire le futur empereur de Russie, le fils de Nicolas II, qui est hémophile hein, pourtant, hein, qui a des gros problèmes de santé, ça c'est dû à la reine Victoria, c'est elle qui transmettait ça. Et c'est transmis par les femmes, hein, ce genre de problème. Ils vont lui mettre 3 balles quand même, hein, pour qu'il arrête de vivre. Et les femmes aussi, plusieurs balles, parce qu'elles avaient les bijoux sur elles. Pour partir, elles mettaient leurs bijoux sur elles pour être sûres de les avoir. Et évidemment, sur les bijoux, les balles, des fois, ont ricoché ou ont mal pénétré, donc elles ne sont pas mortes sur le coup. Il a fallu y aller à plusieurs fois. Voilà. Donc, je confirme qu'Anastasia était morte en 1918 et n'a pas existé après. Voilà. Ceux qui sont fait passer pour Anastasia, la fille du tsar qui aurait survécu au massacre, c'était des usurpatrices. Voilà, c'était pas des vrais.
Voilà pour les cousins. C'est déjà pas mal de savoir ça, hein. Et puis de savoir un petit peu leur caractère. À part les Kaiser, Guillaume, les autres, ils n'étaient pas trop va-t-en-guerre, hein, mais l'autre, il avait souffert dans son corps, dans son âme. Je pense qu'il voulait se venger quelque part et montrer qui il était. Voilà, c'est le plus va-t-en-guerre. En France, eh ben, on pourrait parler de quelques personnages qui ont marqué cette guerre. Pétain à Verdun. C'est marrant, Pétain. Hein. Le jour où on le cherchait, il était avec sa maîtresse. Les Allemands attaquent à Verdun. Il est où le général Pétain? Il est où le général Pétain? Le général Pétain, il était avec sa maîtresse, qui était la fille d'un copain à lui, qu'il a épousé après quand même. Mais enfin, qu'il a épousé parce que elle lui a foutu, elle lui a dit, parce qu'il avait trouvé une autre maîtresse, entre-temps, la femme d'un commandant décédé, et il lui a dit, bon allez, tu m'épouses ou je te tire dessus. Attends, comme ça là. Voilà, donc bon, il a fait le porter un petit peu. Hein. On pourrait parler de Mangin, pour le chemin des dames. Celui qui croyait à la force noire, hein, qui utilisait beaucoup les tirailleurs sénégalais hein, dans ses combats. On aurait pu parler de Joffre, comme on a dit, ou de Foch, hein, à la fin, à la victoire. Foch qui a perdu un fils, hein, et à la guerre, donc qui était pressé d'en finir. Non, je vais vous parler d'un personnage qui a marqué. Je disparais. Je mets un autre casque, tiens. Le casque français de 1915. Voilà. On va parler des Français. Et on va parler du père La Victoire qui s'appelait Georges Clemenceau. Alors, Georges Clemenceau, un monsieur moustachu, bourru, dans la fin de sa vie, qui fut ministre de la guerre, pendant la guerre, et qui va tout faire pour gagner face aux défaitistes, comme ils les appellent. Les défaitistes, c'est les députés qui veulent arrêter la guerre, négocier la guerre, négocier la paix, pardon, avec l'Allemagne, hein, parce que cette guerre dure trop longtemps, et revenir à nos frontières de 1914 sans récupérer l'Alsace et la Lorraine. Et dans l'esprit de Clemenceau, ça c'est pas possible. Je peux vous dire que c'était lourd, hein, les casques comme ça. Parce que quand je fais ça, je le sens. Voilà. Pour lui, c'est un revanchard de 1870. Oh, les toutous! C'est le chien dans la tranchée d'en bas qui aboie. Galine! 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 Je vais vous en profiter, tiens, pour vous montrer à quoi ressemblait le... Attends, vous savez que j'en ai un. Ah ouais, je sais pas si vous voyez. Tiens, là, est-ce que vous le voyez celui-là? Tu voyez, ça c'est un soldat, après 1915, c'est un poilu. Et vous voyez, il a le casque, et il n'a pas tout à fait le même costume que son collègue. Vous voyez, c'est de 14. Ça c'est un officier de 14, ça c'est un poilu de 15, 16, vous voyez, c'est des petits soldats de plomb. Voilà, maintenant vous savez à quoi je joue quand vous n'êtes pas là. Et Clemenceau, pardon, Clemenceau, chaud lapin aussi, hein, mais Clemenceau était un revanchard de 1870. Hein. Il n'a pas accepté la défaite de 1870, tout ce que ça entraînait pour la France. Bon, qu'est-ce qu'on sait sur lui? C'était un garçon intelligent, on le sait. Il a enseigné aux États-Unis et il a épousé une de ses élèves. Eh oui, une américaine qui venait du Massachusetts. Il aura 3 enfants avec elle, d'accord? Mais bon, ça ne va pas l'empêcher d'aller courir les jupons par-ci, par-là. Hein. Alors ça va être... il aimait beaucoup les femmes, voilà. Mais pour bien cerner le personnage un peu macho quand même, hein, même s'il était drôle, s'il avait des bons mots, s'il avait tout ça, quand sa femme va le tromper, à lui, alors qu'il la trompe en permanence, il va réussir à la faire mettre en prison. Vous imaginez le mec un peu, hein? Voilà, moi j'ai le droit de te tromper, c'est bon, toi tu me trompes, pouf, en prison. Et voilà. Et par la suite, il réussira à ne lui verser qu'une toute petite pension. T'es fort, hein, ce Clemenceau. Voilà. C'est vrai qu'il est souvent drôle et caustique, c'est-à-dire un peu de l'humour vache, si vous voulez. Hein. Il a suffisamment de culture pour sortir souvent des phrases qui font mouche. Hein.
il est égoïste, il est orgueilleux, ben, il en faut pour arriver à ce niveau-là, à mon avis, et amoureux de quelque chose d'un peu particulier pour l'époque, il est amoureux de l'art japonais. Voilà. Bon, ça c'est déjà pas mal, hein. Il est anticlérical aussi. C'est-à-dire qu'il est contre l'intervention des religions dans le monde de la politique. C'est un républicain convaincu. Il a été aussi contre la colonisation. On vous dit souvent la droite était pour la colonisation, les gens de gauche contre. C'était l'inverse à l'époque. Jules Ferry, c'était un homme du Parti socialiste qui est pour la colonisation, et Pétain va être contre la colonisation. Et vers la fin de la guerre, en 1917, il devient président du Conseil, Monsieur Clémenceau. Alors, c'est-à-dire qu'il est chef du gouvernement. Voilà, c'est le président à l'époque, il n'a aucun pouvoir. Grosso modo, c'est le Premier ministre qui décide de tout. Il est choisi par le président, donc, Monsieur Poincaré, toujours le même. Et à l'époque, il est choisi parce que Clémenceau est contre la paix et pour la guerre. Il est pour aller jusqu'au bout. Même, et ça on ne le dit pas, même quand le jeune empereur d'Autriche, Charles, il arrive, ce jeune empereur d'Autriche, Charles, il vient de récupérer le trône de l'Autriche-Hongrie, et il propose immédiatement la paix. Et il se dit, je me charge en même temps, moi je demande la paix, et je me charge en même temps de négocier cette paix aussi avec les Allemands, pour qu'ils arrêtent aussi, qu'ils acceptent cette paix. Et lui, tout simplement, il va jamais en parler de la lettre qu'il reçoit de l'empereur Charles. Il va refuser cette paix, il va même pas répondre, si je me souviens bien. Voilà, il va cacher tout ça. Et parce que lui, il veut aller jusqu'au bout. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'aurait été l'histoire si quelqu'un avait vu aussi cette lettre de Charles et que ça avait été... si on avait pu rendre cette lettre publique, peut-être que l'histoire aurait changé. On est en 1917, la guerre se serait arrêtée, il n'y aurait peut-être pas eu de révolution russe, hein, vous voyez, il y aurait eu plein de choses, peut-être. On aurait peut-être négocié une fin intelligente avec les Allemands, allez savoir. Et on ne serait peut-être pas retourné sur une guerre, il n'y aurait pas eu de traité de Versailles et pas de Deuxième Guerre mondiale. Peut-être, on peut tout imaginer, ça s'appelle une uchronie, ce que je viens de faire. C'est-à-dire une histoire inventée à partir d'une base historique. Donc par la suite, on va l'appeler le père de la victoire, parce qu'il va amener les Français jusqu'à la victoire. Ouais. Et c'est lui qui, en 1919, va imposer aux Allemands le fameux diktat du traité de Versailles, qui est très dur sur les Allemands, qui va désigner comme les responsables de guerre, comme quoi les Allemands doivent payer les dommages de guerre énormes qu'il y a eu sur la France, parce que la guerre s'est surtout passée sur la France, et ce qui va ruiner l'Allemagne. Et par la suite, amener donc à la Deuxième Guerre mondiale. Ah, c'est fou, hein. Mais on ne peut pas parler des personnages principaux de cette guerre sans parler de Vladimir Ilitch Lénine. Alors là, j'ai posé mon casque, il est lourd, putain. Oh, je me demande comment ils faisaient les mecs pour porter ça toute la journée. Vladimir Ilitch Lénine, dit Lénine, tout simplement. Alors, Lénine, qui va prendre le pouvoir en octobre 1917, lors de la révolution d'Octobre Rouge, avec des idées marxistes-communistes, ça veut dire qu'on met tout le monde sur un pied d'égalité sociale, tout est réglé par l'État,
les hommes et les femmes sont égaux, mais aussi il n'y a plus de différence sociale, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, etc. etc. Voilà. Il veut transformer la Russie. Il tue donc Nicolas II et crée l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il faudra s'en souvenir, ça, URSS. Hein. Union des républiques socialistes soviétiques. C'est pour ça qu'on dit les soviétiques après pour les Russes. Donc l'idée est bonne, hein, l'idée est excellente. Aider les plus pauvres, prendre aux riches pour donner aux pauvres. On se dira, on peut se dire, tiens, Lénine, c'est un Robin des Bois. C'est plus compliqué que ça. Et on est loin du monde idéal avec Lénine. D'abord, si on regarde son enfance, c'est que le petit Lénine, le Vladimir Ilitch, qui s'appelle en réalité Ulyanov, est noble en réalité par son père. Donc il devrait être pro-tsar. Il devrait être du côté du tsar. Donc, parce qu'il fait partie de l'élite russe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est un petit révolté. Il nous fait une crise de l'adolescence qui va durer longtemps. Il est intelligent, il parle français, allemand, latin, grec, c'est un littéraire. Mais il va être marqué à l'âge de 15 ans par quelque chose de particulier. Son frère, qui est étudiant à l'époque, son frère aîné, alors qu'il a 15 ans, va être pendu. Va être jugé et pendu. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie d'une organisation qui avait prévu de tuer le tsar. Alors bien sûr, là, du coup, on comprend pourquoi il a une haine du tsar. C'est celui qui a tué son grand frère, celui qui l'aimait, celui qui l'idolâtrait, et qui veut à tout prix détruire derrière ce qui a tué son frère. Le mal entraînant le mal, quelque part. Hein? Même si l'idée communiste peut être positive, mais mal utilisée. C'est ce qui va se passer. Ça va pas être terrible avec Lénine. Alors il vit ça comme une injustice à 15 ans. Et il dira volontiers à toutes les personnes qui veulent bien l'entendre que son frère lui a montré le chemin. Il sera communiste, anti-tsariste, révolutionnaire. D'ailleurs, il est très vite repéré. Quand il va grandir, il va être obligé de s'exiler en Suède, puis en Allemagne pendant 10 ans. D'ailleurs, c'est les Allemands qui vont tout faire pour qu'il retourne en URSS et que déstabiliser le pays. Tout ça, c'est des services secrets. Hein. En octobre 17, il met en place sa dictature communiste. Il fera exécuter et déplacer des milliers de personnes. On estime, hein, c'est toujours des estimations parce qu'on n'a pas des chiffres réels, entre 10 et 15 000 morts, simplement parce qu'ils étaient considérés comme opposants à Lénine et à la révolution rouge communiste. Hein. D'où le drapeau, hein, vous savez, le drapeau rouge, couleur du communisme, avec le marteau et la faucille. Le marteau représentant l'ouvrier, la faucille, le paysan. Et l'étoile, évidemment. Ça s'appelle la terreur rouge à l'époque. Et ça va même jusqu'à affamer certains peuples. Par exemple, dans la région de l'Ukraine, il va faire confisquer par l'armée rouge toutes les céréales et compagnie. Il va laisser mourir des milliers et des milliers de personnes de faim. Voilà. Pour obliger, en fin de compte, ces gens à accepter le communisme. Ce qu'il y a de bien chez lui, c'est qu'on connaît son profil psychologique. Il est hyper narcissique, mégalomane, habité d'un sentiment de toute puissance, remarquablement intelligent, et un développement affectif qui s'arrête à ses 15 ans. Au moment où son frère est exécuté, qui est pour lui un traumatisme. Il a toujours méprisé ses pères révolutionnaires. Et d'ailleurs, il va tout faire pour les éliminer. Hein. Trotsky, par exemple,
Il fait semblant d'être pote, mais il n'aime pas du tout. D'accord? Et il fera tout pour le faire éliminer. Il a une fâcheuse habitude de s'attacher violemment à quelqu'un. Vous savez, comme ces gens qui s'accrochent à vous, comme si vous étiez la personne, voilà, hein, qui vous mettent au nu comme ça, là, et puis tout d'un coup, qui vous repousse, qui vous déteste. Voilà, il était comme ça. C'était avec lui, c'était tout ou rien. Hein. C'est pour ça, quelque part aussi, que tout va être terrible, parce que il remet tout le temps tout en question. Et il préfère le chaos à l'ordre. L'ordre, c'est le chaos qu'il aura mis. C'est compliqué ça. Hein. Voilà. Mais c'est lui. C'est dans sa tête, il n'est pas très bien fixé. Hein. Mais il reste dans l'histoire comme un individu qui va changer l'histoire du XXe siècle. Eh ouais, faut pas l'oublier. Hein. Si un empire russe communiste va exister, et ainsi d'autres pays comme la Chine, par exemple, et d'autres, c'est grâce à M. Lénine. Eh oui. On va parler, on va traverser les océans, on va partir de l'autre côté, on va parler d'un autre personnage, un Américain, qui arrive en 1917. Et oui, enfin, il est déjà arrivé avant, mais on va dire que nous, on le connaît beaucoup à partir de 1917. C'est le président Wilson Thomas Woodward. Wilson. Wow. Il a un nom à rallonge. Hein. C'est le président Wilson, donc, le président des États-Unis d'Amérique, pendant la Première Guerre mondiale. Au départ du conflit, les Américains restent neutres. C'est une habitude. Il restera neutre jusqu'en 1917. Il va rester neutre parce qu'il vient d'être élu. Il y a beaucoup d'Américains qui sont des descendants d'Allemands. Donc c'est des gens qui votent. Problème de la démocratie. On ne va pas décider comme ça si on n'est pas directement impliqué. Il faut aussi un appui populaire. Donc il a beaucoup d'Allemands parmi les Américains, des descendants d'Allemands, donc il ne va pas bouger au départ. Il va attendre les élections. Les secondes élections où il va être élu, avec un slogan qui lui appartient, c'est-à-dire qu'il dit que si on n'a pas fait la guerre, c'est parce que grâce à lui, les Amériques sont restées neutres. Mais après les élections, une fois qu'il est élu, il dit, bon, maintenant, élu 2 fois, après je ne peux plus me présenter, je fais ce que je veux. Et bien il se dit, on va aller faire la guerre en Europe parce qu'il sent que c'est important. Voilà. Alors, il va trouver 2 grandes excuses. En 1915, les Allemands vont... un sous-marin allemand va couler un paquebot qui s'appelle Lusitania. Et ce paquebot Lusitania, il va faire 1198 victimes quand même, hein, dont 114 Américains. Donc les Américains vont vivement protester, mais ça va s'arrêter là. Et puis, ils vont couler un deuxième paquebot, 1917. Ah, là, ça devient embêtant. Et ça profite à M. Wilson. Et puis, on découvre aussi des documents secrets allemands proposant aux Mexicains d'attaquer les États-Unis avec l'aide technique et l'aide matérielle de l'Allemagne. Quand même, alors là, parce que les Allemands s'étaient dit, si on crée un petit conflit là dans le sud des États-Unis, et puis il n'y a pas si longtemps que ça encore, les Mexicains et les Américains se sont fait la guerre, ça nous arrangerait, ça bloquerait les Américains de l'autre côté, parce qu'ils n'ont pas une grosse armée, les Américains. Mais de trouver ces documents-là, ça va être une très très bonne excuse pour entrer en guerre en 1917, aux côtés de l'entente, c'est-à-dire l'entente français, russe, s'ils sont encore là, parce qu'après ils vont arrêter avec Lénine, français, russe et anglais. Pour la petite histoire, en 1919, il fait un AVC, Wilson, et c'est sa deuxième femme, parce que sa première est morte, il a fait une dépression quand elle est morte, qui aura un rôle très important. Voilà. Qui s'appelle Edith.
c'était son prénom. Hein. Elle aura un rôle, on pense, assez important à la Maison-Blanche pendant sa convalescence, et c'est elle qui va être un peu le porte-parole du président, alors qu'il est alité. Et puis on va retrouver Wilson, le président des États-Unis, avec Clémenceau, pour le fameux traité de Versailles. Il va venir en France, il va venir à Paris, et il va signer lui aussi ce traité avec les autres vainqueurs de l'entente, ce traité qui pousse les Allemands à de très coûteuses réparations, trop coûteuses même. Mais il est surtout à l'initiative de quelque chose d'important, la Société des Nations. Encore un truc qui veut la paix mais qui n'y arrive pas, ça ne sert à rien, il n'a pas les moyens. C'est la SDN, la Société des Nations. Donc, avec pour objectif de maintenir la paix dans le monde, et qui va être basée en Suisse à l'époque. C'est l'ancêtre de l'ONU qui aujourd'hui est à New York. Et qui n'a aucune force réelle pour imposer la paix. Hein. C'est juste, je vous envoie une lettre, il ne faut pas faire la guerre, c'est pas bien. Voilà. Donc évidemment, si Hitler va recevoir des lettres de la SDN en disant « Oh, c'est pas bien !» Hitler il va dire « Ya, c'est pas bien, c'est pas bien !» M'en fous. Voilà, grosso modo. Dernier personnage français, celui-là, dont je voulais vous parler, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui voulaient la paix en 14. Et il y en a un qui est très connu, qui s'appelait Jean Jaurès. Et peut-être que vous êtes passé, ou que vous êtes dans des lycées ou des collèges qui s'appellent Jean Jaurès. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui s'appellent Wilson, président des États-Unis, mais beaucoup qui s'appellent Jaurès. C'est un homme politique français, c'est un journaliste, créateur du journal L'Humanité, qui existe toujours, qui a une tendance marquée à gauche, bien sûr, puisqu'il était socialiste. C'est un grand gaillard, costaud, qui est né dans le Tarn, qui parle fort, et qui est opposé à la guerre de 1914. Alors lui, c'est un des rares qui ne veut pas cette guerre. Il la veut pas. Il rejette l'idée d'un conflit armé parce qu'il rejette l'idée que ce conflit est inévitable. D'ailleurs, il n'a pas tort. On n'était pas tout à fait prêt. Hein, parce que si on demande au poilu de 14 si on était prêt, eh ben, la réponse est non. Parce que dans les premières semaines de 14, on se prend branlé sur branlé. Ah, bordel. On devait leur mettre la raclée aux boches, là. C'est comme ça qu'on les appelle, nous, les boches. Ouais, c'est pas gentil, mais j'en ai rien à foutre. On devait les ramener jusqu'à Berlin, tu parles. J'avais dit à Marguerite qu'on rentrait pour les vendanges. C'est mal barré. Ils nous tirent dessus comme des lapins. Faut dire qu'on a des belles couleurs aussi. Et puis... ils ont des canons. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on a pris sur la gueule? On recule, on va jusqu'à Paris. Paraît-il qu'il faut les arrêter avant la capitale. Ça va mal. Puis ils ont des casques. Nous on a ça là. Ouais, tu vas pas me dire, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts. On s'est cru le plus fort, mais on n'était pas prêts. Bon, j'espère que je les arrêterai à la merde, moi. Au moins pour la mémoire des potes qui sont tombés déjà. Et puis si j'ai 5 minutes, j'irai voir Mickey à Disneyland. Je sais pas qui fait les scénarios, mais on n'est pas loin du Spielberg. Hein. En tous les cas, Gustave, notre ami Gustave, qui recule en 14, il n'a pas tort, on n'était pas prêt. Et Jaurès le disait bien, on n'était pas prêt. Voilà. Alors vous avez remarqué, hein, après on arrive à la bataille de la Marne. Marne, Mickey,
L'écriture aussi, je ne sais pas qui c'est qui s'en occupe, mais balèze. Bon, enfin, on passe. Il est proche du peuple, Jaurès, hein, d'accord, et il sait que ceux qui déclarent la guerre, c'est pas ceux qui vont mourir. Donc, il va naturellement, je me remets un peu au centre, il va naturellement s'opposer à la guerre. Voilà. Je vous disais, en 1914, il est contre la guerre. Comme il est contre la guerre, il est presque considéré comme un défaitiste, comme un traître, tellement on est sur du militarisme à ce moment-là, on est très va-t-en-guerre, voilà, on va s'unir, tous les partis politiques vont se mettre d'accord pour faire la guerre, et lui, il va être totalement opposé. Et ils vont appeler ça l'union sacrée, les politiques. Et il va plutôt essayer de voir des ministres, contacter d'autres députés qui sont avec lui. Il veut écrire dans l'Humanité, le journal qu'il a fondé, une sorte de j'accuse, alors que lui, il était contre Dreyfus, mais là, contre la guerre. Et le 31 juillet 1914, alors qu'il est en train de dîner avec des amis, justement en train de discuter sur la façon de s'opposer à cette guerre, il y a un gars qui s'appelle Raoul Villain. Alors ça ne s'invente pas, hein, Villain, il est vilain, quoi. Qui arrive, qui rentre pas dans le restaurant où il est en train de dîner avec ses amis, mais qui passe le pistolet par une vitre qui est derrière Jean Jaurès et qui lui tire dans la tête. Voilà, et il va mourir. Avec des petits morceaux de cervelle étalés un petit peu partout. Et en plus, le pauvre, il ne va pas mourir sur le coup. Alors, Villain fait ça pourquoi? Monsieur Villain, Raoul de son prénom, il le tue. Parce qu'il considère que c'est un traître à la République. Alors, Monsieur Villain n'aurait pas fait la guerre en plus, ou certainement pas parce qu'il a été réformé, lui. Il n'a pas fait son service militaire. Voilà. Donc, il n'aurait pas fait un bon soldat non plus. Voilà. Alors, encore plus bizarre, Monsieur Villain, quand il sera jugé, on est tellement va-t-en-guerre qu'il va être acquitté. Il n'aura rien pour le meurtre de Monsieur Jean Jaurès. Et en plus, ce sera à la veuve de Monsieur Jaurès de payer les frais de justice. C'est bizarre la justice parfois. Hein. Pour la petite histoire, vous savez, on vous parle souvent, et voilà pour notre ami Jaurès malheureusement qui va mal finir malgré ses efforts. Pour la petite histoire, vous savez, on vous parle aussi des taxis, les taxis de la Marne, en 1914. Pour la petite histoire, ils se sont fait payer quand même. Hein, ils l'ont pas fait gratos, la main sur la poitrine, en chantant la Marseillaise. Non, 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 non. Ils ont dit, bon, on vous amène, on vous avance, on ne vous les amène pas jusqu'au bout, on vous les avance, les soldats, et puis c'est quelques, je crois, 5 ou 6 000 hommes hein, qui ont été amenés sur la quantité de soldats qu'il y avait à ce moment-là. On vous les avance pour qu'ils soient un peu plus frais, mais c'est tout, quoi. Mais n'oubliez pas de nous payer. Voilà, aussi, on gonfle des histoires à côté, mais on oublie de vous dire des fois toute la vérité. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Attendez. Tout à l'heure, dans la panique, lors du bombardement, j'ai foutu mon casque à l'envers. Alors que le casque, à l'endroit, ça donne ça. Je m'étais complètement planté. Bon, c'est la panique. C'est la panique. J'aurais pas été bon dans une tranchée. Bon. Et voilà, se termine cet épisode de Secret, mensonge et vérité sur la guerre de 14-18. Alors il y en aurait plein de choses encore, vous dites. Il y a des histoires, il y a des histoires de fantômes, il y a des histoires d'apparitions, il y a des histoires macabres sur la guerre de 14-18. On trouve un peu de tout. Bizarrement, les histoires de fantômes sont plutôt anglaises, mais
ou d'apparition. Mais voilà, hein. Déjà, le plus important, je vous l'ai dit, en plus ça recoupe le cours d'histoire géo que vous aurez ou en CM2, ou en 3e, ou en bac. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein, et à vous abonner à la chaîne d'Armarius. C'est gratuit, profitez-en, c'est pour vous. À très bientôt sur Armarius. N'oubliez pas, Armarius.